Gilles Pélisson, qu'on ne présente pas à l'ESSEC, mais puisqu'on a parlé de la Corée, si quelques-uns d'entre vous revenaient d'un séjour long en Corée du Nord, vous pourriez avoir ignoré que Gilles, après avoir dirigé beaucoup de choses, mais notamment pour ce dont je me souviens, Euro Disney, puis Bouygues Télécom, puis le groupe Accor, anime actuellement donc le groupement des professions de service au sein du MEDEF, où il est très actif, et par ailleurs est le président de la Fondation ESSEC, dont l'une des responsabilités est d'assurer la pérennité de notre grande institution. C'est par ailleurs évidemment quelqu'un qui a toujours supporté nos initiatives dans le domaine de l'innovation dans une économie de service. Et c'est à ce titre que l'on trouvait sympathique que Gilles vienne participer au débat de conclusion et nous dise peut-être quelques mots avant de rappeler que se tiendra, et on peut le faire peut-être tout de suite, même avant le débat, si quelques-uns étaient pressés, de rappeler que se tiendra un colloque très, très prochainement. Donc, si tu veux bien, bonjour. Ancien élève de l'ESSEC, ça va de soi. Oui, promo 60. 1, 2, 3. C'est pour enregistrer. Ah, c'est pour enregistrer. Tu vois. Bon, ça fait bizarre de parler dans un micro. On a l'impression qu'il n'y a pas d'écho. Ceci est un piège, en fait, parce que Hervé m'a appelé ce matin en me disant, dis donc, comme tu es dans les locaux, ça serait vachement sympa que tu passes leur dire bonjour 10 minutes. Donc, je ne savais pas ce que je venais faire devant vous. Et là, maintenant, je suis animateur d'un débat. Donc, voilà. Ça s'appelle l'improvisation dans les services. Mais comme tu as été à bonne école, c'est pas quelque chose qui t'effraie Non. Je vais essayer de survivre. Alors, non, écoutez, en quelques mots, je suis d'abord ravi de vous rencontrer parce que je sais l'importance de ces matins de l'innovation pour l'ESSEC, c'est très important. J'espère que vous en aurez profité et puis que vous allez continuer à en profiter ou en faire la publicité. Moi, je suis effectivement tombé dans les services tout petits, puisque que ça soit à Disneyland, que ça soit dans le groupe Accor ou que ça soit dans un opérateur de télécom comme Bouygues Télécom, c'est d'abord inventer la prestation pour le client et la fabriquer ensemble. Alors, on parle souvent d'expérience, que ce soit évidemment quand vous allez visiter un parc d'attractions, que ce soit dans un hôtel ou que ce soit quand vous rentrez dans une boutique ou vous êtes sur un site internet. Je ne vais pas vous refaire toute la beauté des services. Ce sur quoi moi j'insiste toujours, c'est cette humilité qu'on doit avoir et en même temps cette complexité, parce qu'à partir du moment où vous voulez développer un service de façon industrielle, le développer dans des pays qui sont par définition, certes, de plus en plus dans des cultures mondiales et globales, mais avec des authenticités de plus en plus nationales, voire régionales, ça devient souvent la quadrature du cercle. C'est-à-dire que j'entendais là parler de maquillage, etc. J'imagine que ces produits sont certainement vendables à beaucoup de femmes dans le monde, mais peut-être que toutes ne sont pas prêtes à se mettre des plumes en forme de cils sur la tête, enfin sur les yeux, et qu'à partir de là, comment on s'adapte ? Dans les services, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on est obligé de composer avec le client, et quels que soient les process que vous allez évidemment prévoir, la customisation, la responsabilisation de l'employé, de celui qui va délivrer le service, restera le moment clé qui fera que ça marchera ou ça ne marchera pas. Alors on l'a tous vécu, on le vit tous les jours quand on va au restaurant, quand on est accueilli quelque part, etc. C'est de la disponibilité des personnes au contact, de leur capacité du back-office à mettre en place des systèmes qui sont tellement simples que finalement, quand je suis en contact avec mon client, j'ai l'esprit relativement libre, que l'on m'a donné les marges de manœuvre en réactivité suffisantes qui fait que dès qu'on me pose un problème, je ne suis pas en train de dire « écoutez, je suis désolé, mais il faut que j'appelle mon chef parce que je ne peux absolument pas régler votre problème », alors que le client, il a quand même un vrai problème et qui s'exprime, et en général, il commence souvent à vociférer assez fort, surtout dans les sociétés qu'on vit aujourd'hui. C'est ça les enjeux et c'est ça les défis. Alors, comme le disait Hervé en quelques mots, moi, j'ai pris l'initiative à partir du moment où l'État français a fini par reconnaître que, certes, il y avait l'industrie, les Airbus, enfin tout ce dont les politiques en général vous rabattent les oreilles à longueur de journée, mais que finalement, la partie des services était quelque chose d'assez conséquent et on a créé une commission de concertation permanente sur les services dont je suis le vice-président, le ministre des services, donc Frédéric Lefebvre, étant lui-même le président. Et dans ce cadre-là, on a créé un colloque. Alors, le ministre nous a donné son accord et nous hébergera à Bercy. Merci. Ce qui va s'appeler, alors c'est le ministre qui a appelé ça le colloque national de l'innovation dans les services, qui aura donc lieu le 8 novembre.
Et l'idée est d'avoir un certain nombre de personnalités qui vont pouvoir témoigner en tant qu'acteurs des services sur différents sujets. Alors, c'est à la fois la version macro, c'est pour ça que vous devez voir, je ne sais pas s'il y a ici Jean-Paul Bedbez, qui est un des économistes du moment, très, très, très connu et très écouté, qui lui nous accompagne beaucoup pour développer, notamment au niveau de l'État, les agrégats sur les services. Parce que sachez que chaque fois que Sodexo fait un contrat à l'étranger, ou Veolia, ou que Accor fait un contrat de gestion dans un hôtel à l'autre bout du monde, on a un mal fou à quantifier ça dans notre économie française. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solde des services et les services sont considérés par nos grands argentiers, je parle aux fonctionnaires, ça n'existe pas. L'exportation des services n'existe pas. Donc ça, c'est un sujet qui est quand même intéressant. Simplement pour sensibiliser le politique à, vous savez, ça pèse quand même quelque chose dans notre économie, c'est pas simplement le tourisme. Ensuite, des tables rondes qui vont être, je crois, assez passionnantes. Enfin, on a choisi au hasard, évidemment, Hervé Matt comme grand témoin de cette journée, avec 2-3 éclairages. D'abord, quel service pour quel client? Bon, c'est globalement ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire comment chacun a pu réinventer son service au fil du temps. Moi, je crois beaucoup dans l'innovation, soit par la rupture. Il y a des gens qui vous créent des choses dont on n'avait jamais entendu parler. Enfin, il y a 5 ans, il y a 10 ans, on ne savait pas ce que c'était qu'un réseau social. Désormais, tout le monde dit que les réseaux sociaux, on ne pourrait pas s'en passer. C'est une forme de service, que vous le vouliez ou non, qui s'est mise en place, que personne n'avait imaginé. Le groupe Decaux, on aura la chance d'avoir Jean-Charles Decaux, était dans l'affichage, jusqu'à ce que vous découvriez que finalement, ils allaient transformer non plus les mobiliers urbains, mais finalement la façon dont on allait se déplacer dans les villes, en proposant à des cités, enfin des villes, des municipalités, des services de vélo gratuits qu'ils finançaient, qu'ils installaient, etc. Innovation assez remarquable dans le domaine des services et du transport urbain. Donc on va avoir ce type de témoignages, je crois, qui seront assez intéressants et un petit peu révolutionnaires. On va avoir aussi des innovations simplement incrémentales, parce que certes, il y a la rupture, mais il est beaucoup plus facile aussi de faire des choses par incrément. Et par exemple, Jean-Paul Bailly viendra parler à la Poste, si vous êtes allé récemment dans un bureau de poste français, comment soudainement le postier est sorti de derrière son bureau. Et alors non seulement il a un petit gilet, il est habillé, on le reconnaît, mais en plus il vous propose des tas de services, il va vous accueillir. Et c'est un peu la révolution à la Poste. Donc un dinosaure comme la Poste qui est capable de se réinventer, c'est à la fois le talent de Jean-Paul Bailly, mais c'est surtout, je crois, une capacité à dire, à partir du moment où notre modèle économique baisse, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de courriers, qu'est-ce qu'on fait nous pour mieux accueillir nos clients, réinventer cette relation, etc. etc. On aura donc des gens avec de la technologie, des gens très faible technologie, parce qu'on peut penser que la Poste, ce n'est pas une très très grosse technologie, enfin, dans cette démarche-là. Babylou, alors des startups. Babylou, ce que les deux frères Karl qui ont qui ont développé un modèle de crèche, mais qui est en train de se développer de façon absolument incroyable. Ils ont 180 crèches avec un peu plus de 3000 personnes aujourd'hui. Sandrine Legrand qui a réinventé un peu le monde du comité d'entreprise et bien d'autres choses. Et puis après, des témoignages sur des gens. Denis Père qui a inventé, vous le savez, avec Kiala, la distribution de colis à domicile ou dans des points de distribution dans un quartier, dès lors qu'un petit commerçant accepte de prendre ses colis. Donc c'est une espèce de réseau parallèle à la Poste. Donc des choses assez différentes, sachant que je crois ce qui est passionnant, c'est de les écouter sur à la fois la réinvention qu'ils font en permanence, et c'est toute problématique de l'innovation dans les services, c'est jamais fini. Le client contribue à sa innovation. Bouygues Télécom, moi j'ai été dans Bouygues Télécom à l'origine avec iMode, qui aujourd'hui c'est plutôt Apple et Apple les applis. Vous le savez comme moi, Steve Jobs n'a jamais imaginé les millions d'applications qui sont créées tous les jours dans l'écosystème de Apple. Il a inventé l'Apple, la convivialité de l'iPhone, mais derrière c'est nous tous qui sommes capables, en tant que clients, d'enrichir l'usage qu'on va faire de l'iPhone. Et ça, c'est quand même formidable. Donc, c'est un peu cette journée, enfin, dans cet esprit-là qu'on va essayer de s'écouter les uns les autres, de participer. Et puis, vous le savez, dans les services, il n'y a pas de brevet. L'innovation, elle est difficilement protégeable. Donc, à partir de là, c'est comment vous pouvez aussi copier, ou vous enrichir, on va dire, plus poliment, du voisin.
Nous, on a chez Accor, on a copié, on a vu un système sur la qualité, c'est-à-dire j'envoie un email à mon client à partir du moment où il a fait un check-out. Vous sortez, vous recevez sur votre BlackBerry ou sur votre petit portable un email qui vous demande votre satisfaction et qui fait que vous pouvez dire très rapidement à la 323 ce matin la douche ne marchait pas, ou un truc que vous auriez jamais dit, ou vous prendrez jamais le temps d'aller dire ça à la réception. Par contre, quand vous avez un petit peu de temps et vous pouvez le faire, c'est des Américains qui avaient fait ça. On a repris l'idée, on l'a customisé pour le faire dans 18 langues européennes, etc. On l'a enrichi à des différentes gammes d'hôtels. Et aujourd'hui, c'est un des systèmes qui marche le mieux chez Accor en termes de mesure de la qualité du service. Donc ça veut dire aussi que ce monde des services est un monde extrêmement mouvant, parce qu'on peut, contrairement à des industriels qui sont en général bloqués par des brevets, nous, cette innovation, les barrières à l'entrée sont totalement différentes. Donc je pense que ça aussi, c'est une des dimensions importantes dans l'innovation dans les services, de pouvoir toujours se dire, oui, si je vois une bonne idée, je peux m'en enrichir, elle n'est pas bloquée, et parce que j'aurai quelque chose d'incrémental à apporter, moi aussi, ça va devenir ma nouvelle idée. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors donc, ça sera le 8 novembre, c'est ouvert, c'est gratuit. Donc si vous avez envie de venir, vous serez bienvenus. Merci beaucoup, Gilles. Et... On parlait justement de la confrontation entre les observations des mutations micro et les observations versus les observations des mutations macro. Pour être dans l'innovation de rupture, est-ce que paradoxalement, l'observation des mutations micro ne sont pas plus importantes que l'observation des mutations macro? Ou alors, l'observation des mutations macro sont importantes quand elles sont inconscientes, parce que finalement, ça devient de l'incrémental sinon. Clairement, les deux sont importantes. Ce qui va être important surtout, c'est les liens que l'on va faire entre ces informations, entre ces gisements de connaissances. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas déterminer au préalable d'où viendra l'indicateur le plus transformateur de ce qui fondera le marché demain. À un moment donné, là, il faut lâcher prise en se disant, je vais laisser émerger cette connaissance et par tout un tas de jeux d'articulation, je vais voir, en gros, l'utilisateur. C'est deux échelles d'observation de l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur à une échelle micro, il nous montre par exemple qu'en Asie, c'est courant qu'une femme applique 130 à 140 coups de brosse par œil avec une dextérité incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un rapport au temps consacré au maquillage qui est... voilà. Et ce n'est pas un épiphénomène et ce n'est pas un problème générationnel. Et puis par ailleurs, vous avez des informations à une échelle macro qui vous montre que aujourd'hui, pour travailler sur le regard, il ne faut pas travailler sur des choses que l'on applique, il faut travailler sur cette dynamique du regard. Et ça, c'est une information qui est très rupturiste. C'est-à-dire que vous savez très bien que si vous emparez de ce champ-là, vous allez complètement reléguer au passé tous les mécanismes actuels qui ont fondé le maquillage. Mais vous ne savez pas, au départ, d'où vient l'information. En fait, des deux niveaux, micro et macro, vous allez obtenir des informations sur la mutation à une échelle court terme, moyen terme et long terme. C'est juste que dans l'analyse de ces informations-là, déjà le fait de les laisser émerger, de les articuler les unes entre elles, de les transmettre à des gens qui vont faire un acte de création par rapport à ça, vous allez commencer à structurer un rapport objectif entre les connaissances manifestes que vous avez recueillies et ce que vous pouvez projeter. Et ce que vous pouvez projeter, c'est vous, dans une équipe stratégique, hein, évidemment, à ce moment-là, l'équipe projet est de part égale entre celle d'une entreprise comme LVMH et celle d'InProcess, vont déterminer les projections que l'on pourra faire. Et donc, évidemment, ça s'articule à une dimension économique où vous allez décider qu'à un moment donné, cette mutation très rupturiste, vous allez la lancer dans 1 an ou dans 10 ans. Mais là, il y a tout un tas d'enjeux derrière technico-économiques qui vont être mis en œuvre pour savoir à quel moment vous décidez de vous emparer de cette information et de ce que vous allez en faire. Mais dans tous les cas, la source,
elle vient des deux échelles d'observation. Par rapport à cette question micro-macro et à l'interprétation d'un certain nombre d'éléments ou de signaux, je pense que vous avez tout à l'heure abordé, on n'a pas pu le faire très longuement, on l'a déjà fait dans d'autres séminaires, on le fera dans d'autres, la question de la mobilité. On voit aujourd'hui que si on regarde certains signaux du type achat de voiture, tous les signaux montrent que, vous l'avez dit, on ne veut plus acheter de voiture. Il y a une étude qui est ressortie hier de Carlson, qui s'appelle Carlson et qui est une étude menée par Capgemini, qui montre à quel point, dans le monde entier, il y a une désaffection pour l'achat automobile, mais qu'en même temps, les marchés veulent des voitures qui fassent toujours rêver et que la préoccupation de mobilité, elle est complètement montante. C'est-à-dire qu'on se déplace de plus en plus et on souhaite et on veut se déplacer de plus en plus. C'est-à-dire qu'effectivement, si on ne regarde qu'avec un paradigme passé, des indications nous disant on achète de moins en moins de voitures, on va dire il n'y a pas d'avenir pour l'automobile, alors que si on regarde dans un paradigme qui est marqué par ce paradigme de l'économie des services dont on parle, on se rend compte qu'il y a une fonction d'utilité de mobilité dont l'importance ne cesse de croître et que l'enjeu, c'est d'arriver à gérer la mutation d'acteurs pour qu'ils passent effectivement de la production d'automobiles à une production de mobilité. Ceux sur lesquels ils sont en général conscients aujourd'hui, mais la mise en pratique de véritablement du changement complet de modèle économique et du changement de mentalité est extrêmement difficile à réaliser. Mais il n'y a pas si longtemps, le patron de BMW, Palada, disait d'ici quelques années, 2015-2016, on ne vendra peut-être absolument plus de voitures. Mais quand il disait que BMW ne vendrait plus de voitures, il disait par le même temps, mais BMW a bien l'ambition de continuer à être et d'être de plus en plus un acteur majeur de la mobilité. Mais peut-être plus en vendant des voitures. Et donc, c'est les changements de paradigme qui sont à prendre en compte quand on observe des données économiques. Il faut les remettre dans un contexte qui est peut-être plus le contexte avec lequel on les a pensés dans un premier temps. Oui. J'ai deux questions en fait, et toujours passionnant, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, il faut en choisir une. Alors, puisqu'on est dans un environnement où on parle d'économie des services, j'ai beaucoup apprécié les interventions de ce matin, et en fait, on a l'impression que l'innovation, telle qu'elle est décrite dans les trois interventions, c'est des innovations qui finalement sont sériées. C'est-à-dire que j'ai un problème, je fais de l'innovation, j'obtiens une solution. Et donc, puisqu'on est dans un monde de services, je me proposais la question de la concurrence. Comment, de votre point de vue, on passe d'un principe d'innovation de type problème, résolution du problème, à une notion de concurrence, et je fais référence aux travaux de Vincent Bollly, par exemple, à l'ENGSI, qui est connu pour travailler sur ces histoires de concurrence, c'est-à-dire en tout temps, alors, deux approches possibles, ou bien la concurrence classique, ou bien la concurrence de type méthode agile, qui est beaucoup plus connue du monde de l'informatique que du monde des services d'ailleurs. Il peut y avoir plusieurs manières d'innover. Il y a pour renouveler une gamme de produits ou pour explorer des nouveaux territoires de business. Quand on aller dans un domaine où l'entreprise n'est pas. Donc, quand on est dans ce domaine, ce qui était le cas du centre d'exploration, c'est pas serré, c'est très très large en fait. Tu veux répondre ? Moi, ce que je remarque, c'est que l'agilité à prendre la question va dépendre de la culture de la filière dont vous parlez. Et c'est évident que le monde du digital travaille déjà sur un objet, enfin un sujet qui a moins de matière que les autres. C'est-à-dire que finalement, le poids culturel et la qualification culturelle de l'univers va beaucoup jouer sur la façon de se donner un tempo d'innovation dans l'entreprise. Je crois qu'on est tous convaincus que c'est l'innovation qui donne du fuel au business et que du coup, après, c'est une question de gymnastique. Sauf que les exercices de gymnastique ne sont pas les mêmes par rapport aux cultures d'entreprise. Donc certains vont effectivement le prendre de façon très sérieuse, comme vous dites, c'est-à-dire que voilà, on est encore dans le mode projet à l'ancienne, on va dire. Et puis après, il y a celui qui dont l'attitude totale de l'entreprise, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne viennent pas travailler, ils viennent innover tous les jours. Voilà, et là, on a placé le curseur complètement à l'autre bout, c'est-à-dire que voilà, c'est la vocation de toute l'entreprise. D'ailleurs, les gens ne sont recrutés que pour ça. Pour simplement compléter peut-être mon mot aussi, s'adresser à vos trois personnes. On était sur des régimes de conception réglés, si vous voulez, où l'acteur principal était la firme et qui pouvait en fait elle-même décider de mener, dans un contexte évidemment concurrentiel et avec un ensemble de partenaires, mais dans un écosystème constitué, des aventures d'innovation. On est de plus en plus dans ce que nous on appelle des régimes de conception innovante, où précisément on ne sait pas ce qu'on veut faire et on ne sait pas avec qui on va le faire.
Et donc on va plutôt on voit émerger des formes très très originales aujourd'hui, que nous on appelle des collèges de l'inconnu, où précisément l'enjeu c'est d'essayer de fabriquer des manières collectives, de travailler avec des gens qui vont venir, mais sortir aussi, ou prendre une partie et continuer par eux-mêmes, ou faire émerger des choses très nouvelles, sur des choses dont on n'est même pas au départ capable de les désigner et de les spécifier de manière précise. Donc plutôt quelque chose que nous on appellerait des champs d'innovation, si vous voulez. Donc pas du tout du sérieux, au contraire, c'est ouvert. Le concept n'est pas défini ou pas bien défini au début. On le voit bien, débarrage sur le mascara, on finit sur le regard. C'est quand même pas la même chose. Et le passage de l'un à l'autre, ça peut apparaître comme un saut difficilement compréhensible ou difficile à faire si on n'a pas des connaissances qui permettent d'ouvrir et de requalifier cet espace-là. Donc on est aujourd'hui, je pense, on est à la veille on en voit déjà, mais une multiplication de ces choses, ça va être très très collectif, mais avec des formes de collectif qui ne sont pas celles simplement de l'entreprise telle qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Il y avait une question tout à l'heure qui elle est peut-être plus d'actualité, je ne sais pas. Je rebondissais sur la question des brevets, mais c'est peut-être oublié. Bon. Et si en fait, comment le brevet intervient, et plutôt de façon négative, dans le processus justement d'innovation, où on anticipe cette peur du conflit économique, du conflit légal là-dessus, et le brevet va venir mettre un frein. Un débat dans la santé, dans la pharmacie. Sable dans le processus, si jamais il est. Je sais pas, on peut aboutir à un produit qui est génial, on se rend compte que le brevet, ça va le foutre en l'air. Est-ce qu'on doit l'intégrer avant ou pas? Mais ça vaut pour plein d'autres. Personnellement, je ne l'ai jamais intégré avant dans ma démarche d'innovation. On regarde à la fin, on va dire, mais il y a je sais qu'il y a des domaines où ils lancent une recherche brevet en même temps que des phases d'innovation pour voir, et notamment dans les cosmétiques où il y a beaucoup de dépôts réalisés. Il y a même des méthodes comme TRIZ qui s'appuient sur les brevets, sur les anciens brevets pour générer d'autres idées. Oui. Donc oui, c'est une matière en soi. C'est une problématique. On avait eu il y a 2 ans une séance sur la protection de la propriété intellectuelle dans le domaine de l'innovation de service qui est si problématique. D'une manière, on aura de nouveau ces thèmes. D'une manière générale, ça ouvre un débat qu'on ne va pas du tout commencer à ouvrir aujourd'hui, qui est effectivement à savoir si la propriété la protection de la propriété intellectuelle, qui est un des fondements du capitalisme, est un facteur d'accélération ou au contraire de frein à l'innovation. Et il y a énormément de gens, notamment dans les secteurs santé et autres, aux États-Unis, des juristes qui expliquent et qui démontrent que la protection de la propriété intellectuelle nuit à la productivité de l'effort de R&D et d'innovation. En même temps, c'est un des fondements d'un système économique qui, s'il est remis en cause, peut effectivement faire éclater toutes les bases des choses. Mais on est sur un débat fondamental qu'on ne va pas avoir ici et qui se posera de plus en plus, de manière de plus en plus saillante. Je dirais, pour ajouter juste une chose sur les brevets, que les designers aiment les contraintes et que plus il y a de contraintes, plus ils sont créatifs. Et donc quand on sait au départ qu'il y a un brevet à contourner, on fait preuve d'une ingéniosité folle. Voilà. Absolument. Peut-être quelques dernières questions, car je me suis trompé tout à l'heure en disant 12h30. En fait, c'était midi et je suis vraiment désolé. C'est l'enthousiasme général. Donc, madame, puis il y avait une question là et une question là. Ça va nous faire 3 questions et je crains qu'il va nous falloir finir après ces 3 questions. Oui, pour moi, la question qui se pose maintenant, c'est comment former de futurs innovateurs. Parce que si tout s'appuie sur la connaissance, ça pose le problème des organismes de formation, des écoles, des universités, sachant que le maître mot de tout ce que vous avez dit, c'était quand même briser, casser, rupture. Reconstruire. Pour reconstruire, je suis bien d'accord. Mais quand on sait les schémas souvent dans lesquels sont les élèves, selon les modèles d'école dans lesquels ils ont été, par la culture propre de l'école, comment, je veux dire, c'est compliqué, sûrement pour les pédagogues et les formateurs, comment arriver à asseoir un corpus de connaissances tout en donnant les moyens de pouvoir le briser et le rompre pour pouvoir le reconstruire. Et là, je pense que la variable, c'est la personnalité, c'est l'étudiant. Pour répondre... Et comment faire pour qu'à côté de ces connaissances qui sont légitimes, nécessaires, on l'a bien vu, on puisse quand même se laisser générer chez l'étudiant, le jeune, la possibilité de ne pas être trop formaté pour pouvoir être quand même réceptif, ne serait-ce qu'à la possibilité de rompre avec ses connaissances, parce que ça le rassure de rester dans ce corpus de connaissances.
C'est ça que je veux dire. Par souci tactique, et comme on a tous à peu près suffisamment de mémoire, je prendrai bien les 3 questions, ensuite on y répond. Parce que, voilà, deuxième question et troisième question, ensuite on voit comment on organise les réponses. Allez. Alors j'en reviens à ma question de manque de clarification sur les concepts, parce que vous avez bien défini ce qui était de la créativité, l'invention, l'innovation, et je voulais savoir comment se positionner la conception et voir si ce que j'ai en tête, savoir si en fait, moi, ce que j'en ai compris, c'est que la conception, c'est une organisation de la créativité, que ça peut soit se faire par la méthode CK, soit se faire par la méthode du design, soit par cette méthode. Voilà, je voulais juste savoir si vous étiez d'accord avec ça. D'accord. On a tendance à opposer individuel et collectif, et vous l'avez fait dans l'introduction. Et ça pose la question au niveau de la diffusion des informations, de la diffusion de l'innovation, de l'horizontalité et de la verticalité des deux choses. L'impression que j'ai, c'est que, une fois de plus, il faut croiser ces deux notions pour la rendre plus riche et performante, que ce soit au niveau de la créativité et de l'innovation. Et je préfère personnellement la notion de collégialité qui permet ce double travail horizontal et en même temps permettre à chacun de faire son solo de jazz dans l'orchestre pour rendre les choses plus riches. Je ne voudrais pas prendre un autre exemple. Le chapiteau a besoin d'une grande toile, mais il a besoin aussi de mâts pour être dressé, sinon ça ne se passe pas. Et donc on a un peu tendance, c'est la mode, de rejeter l'individualisme, mais est-ce qu'au contraire, vous ne pensez pas que dans tous ces problèmes de design, d'innovation, de créativité, etc., le croisement des deux est plus que jamais important? Alors dans l'ordre, ou sans aucun ordre? Des éléments de réponse. Alors, dans l'ordre des questions. sur la formation, moi je peux vous témoigner à partir de ce que je connais en particulier, donc dans une école d'ingénieurs. Ce que vous dit la théorie que je vous ai indiquée, c'est que précisément il n'y a pas simplement les connaissances. Donc il y a aussi cet espace C, la question de l'organisation du passage entre ces différents espaces. Pour un ingénieur, qu'est-ce que c'est que le curriculum dans une école d'ingénieurs? C'est Engineering Science, donc les sciences de l'ingénieur. Donc là, on est typiquement dans les connaissances. Et ces connaissances-là ne sont pas du tout présentées en rapport à des concepts. On vous fait un cours de thermodynamique et puis on vous donne le premier principe et vous continuez. Et il n'y a nulle part d'interrogation. Vous avez des modèles que vous déployez avec des bases. Ce que la théorie vous dit, c'est qu'il faut avoir un deuxième pied qui est Engineering Design, un enseignement sur ce que c'est que la conception. Un enseignement qui est sur qu'est-ce que c'est que la conduite d'un raisonnement, soit dans du connu, c'est de la résolution de problèmes, et de l'optimisation, et toutes ces choses qu'on connaît bien, de la modélisation, soit dans l'inconnu, et à ce moment-là, ça devient le raisonnement de conception. Donc il faut former les ingénieurs, par exemple, à ces deux dimensions-là. Donc il y a vraiment une formation spécifique sur la conception. Par contre, ce qu'on peut aussi indiquer, c'est que peut-être que ces notions-là permettent aussi de réformer l'enseignement de la science qu'on connaît aujourd'hui, enseignement dont on connaît aussi la difficulté à attirer des jeunes talents. Pourquoi? Parce qu'on leur présente justement simplement des corpus de connaissances structurés dans lesquels ils ne voient pas d'espace pour pouvoir les modifier. Quand vous enseignez l'électricité à un jeune ingénieur, il a l'impression qu'il arrive un siècle trop tard. La thermodynamique, c'est pareil. Donc si vous lui présentez les choses sous une forme conceptuelle, à ce moment-là, c'est des énigmes. On a fait travailler des étudiants qui étaient incompétents en biologie sur des antibiotiques sans résistance, avec la méthode CK. Eh ben, ils savaient rien, donc ils sont allés chercher des connaissances. En 15 jours, ils ont fait l'équivalent d'une année de cours et ils étaient passionnés. Et dans l'espace C, ils nous ont trouvé des choses absolument prodigieuses, qui ont étonné les professeurs de biotechnologie. Sur les jeunes, moi je ne me ferai aucun souci par rapport à leur capacité à sortir de la boîte, parce que j'ai l'impression que le monde dans lequel on vit, et en le côtoyant à la fois dans l'entreprise ou dans des étudiants, on le voit à l'ESSEC, l'appartenance à des communautés, l'appartenance à des cercles qui sont complètement différents, et cette souplesse qui fait que désormais mon cercle familial est une toute petite chose, mais par contre mes multiples communautés, appartenances et échanges de vues font que les jeunes d'aujourd'hui sont très très souples, je pense, pour sortir des boîtes. Après, le problème, c'est plus comment on les remet dans des boîtes. Et à mon avis, c'est plus ça le défi de l'enseignement, c'est de leur apprendre quand même des bases solides plutôt que les inciter. Parce que je pense... Mais dans le supérieur, c'est pareil.
Sur le supérieur, vous avez des gens, enfin les générations qui arrivent sont des générations qui sont toutes habituées à être extrêmement mobiles dans leur tête et à passer et à jongler d'environnement à d'autres. Et donc le fait de pouvoir sortir et casser ce qu'on peut leur apprendre, à mon avis, ils ont moins de problèmes encore que nos générations et celles d'avant. Enfin, moi, je suis assez optimiste là-dessus. Sur le côté comment on peut capitaliser dans l'entreprise, et ça rejoint peut-être votre point, moi, dans les innovations que j'ai menées en entreprise, il est très très important de capitaliser sur les savoir-faire. Donc ça veut dire qu'il y a-t-il des veilles, y a-t-il des gens dans l'entreprise qui savent cumuler l'ensemble des innovations du secteur, etc., et qui, le moment venu, séance de brainstorming, enfin les méthodes peut-être que vous utilisiez, mais sont capables de prioriser ce sur quoi là, on va se concentrer. Alors c'est peut-être bâtir les mâts du chapiteau, hein, mais à un moment, c'est clairement faire ça, de façon à ce que l'on sache où on va. C'est-à-dire que ce n'est pas la totale inconnue, je suis dans le grand champ noir et tout est possible. On s'est fixé 4 ou 5 innovations possibles. Dans l'hôtellerie récemment, je peux vous le dire, c'était comment on pourrait faire que de vos portables, vous ayez accès à votre chambre, enfin numéro de chambre, et quelque part quand vous arrivez, vous n'avez même pas à passer à la réception, et vous pouvez ouvrir la chambre avec un RFID ou quelque chose, du sans contact, etc. Aujourd'hui, c'est impossible. Bon, parce qu'il n'y a pas les standards, il n'y a pas les ceci, etc., etc. Il y a des problèmes de sécurité, on ne sait pas faire et tout ça. Mais quelque part, c'est vraiment un axe que moi j'avais fixé chez Accor en disant on doit aller vers ça. Donc comment on y va? Et je crois que c'est très très important de se dire que l'innovation dans l'entreprise, c'est bien, elle existe à tous les étages, tout le monde peut en faire, mais qu'à partir du moment où vous avez des sections de recherche et développement, etc., et d'innovation, ces gens-là ont une vraie responsabilité de capitaliser, de balayer l'état de l'art, et puis ensuite de provoquer à l'intérieur, parce que l'une des caractéristiques, c'était la question peut-être précédente, la personne qui était à côté de vous, c'est que dans les services, c'est l'intégration du client. C'est-à-dire que de plus en plus, s'il y a une chose qui a changé sur les 10 ou les 15 dernières années, c'est comment on s'arrête à un moment d'innover, on implique le client, les utilisateurs, et on enrichit l'innovation. Et mettre une innovation sur le marché, on va alors non tester, évidemment que ça viendra à l'idée de personne, mais je veux dire comment elle va petit à petit être poussée par le client. Parce que c'est tellement important de voir l'interaction du client avec l'innovation que, moi, dans tout ce que j'ai vécu récemment, chez Bouygues Télécom ou chez Accor, clairement, on incorporait le client très, très en amont, comparé à il y a 5 ou 10 ans, quoi. C'est clairement ça l'idée. Très bien. Merci à vous tous d'avoir contribué.